Bonjour. Aujourd'hui, nous faisons une petite vidéo ou une belle vidéo sur l'année 1916 que nous avons intitulée Bonjour le XXe siècle et coucou le XXIe. Pourquoi? Parce que la guerre de 14 en 1916 avec un conflit qui est très large, qui s'étend sur l'Europe d'une part, sur le Moyen-Orient, sur les Balkans, il y en a partout, même quand on voit là-bas, même en Italie, ailleurs, là, toutes ces régions, même le Tyrol, tout est enflammé. Et 1916, c'est une année où, par rapport à ce qui est le plus médiatisé, c'est-à-dire la guerre en France, etc., ça va être le 26 février, la prise de Verdun par les Allemands, et après la reconquête qui va durer jusqu'au 22 septembre. C'est une guerre de position catastrophique sur le plan humain. 350 000 morts de chaque côté, c'est-à-dire 750 000 hommes morts, tués par ce... Ça a été d'ailleurs reconnu, les historiens y appellent quand même la grande boucherie, etc. Et c'est une guerre très dure, c'est une guerre de position, on aime vivre beaucoup dans les tranchées, vous voyez ici on a un peu mis, vous voyez le couteau, voilà ce qu'ils ont, du pain sec et des noisettes, ils fument la pipe, etc. Mais il y a aussi tous les animaux qui vont être tués, non seulement les chevaux, les pigeons voyageurs, les chiens qui faisaient toutes sortes de travaux particuliers, mais aussi tous les vaches et les moutons, tout ce qu'on va encore en plus manger. Ben alors ça va être une destruction terrible parce qu'il n'y a plus personne qui fait quoi que ce soit, c'est quand même terrible. Et il ne faudrait pas non plus oublier les arbres qui vont être beaucoup détruits. Et regardez ce qu'un arbre est capable de faire. Mais vous avez vu la beauté de cette pie, vous vous rendez compte que c'est un arbre qui a fabriqué ça. C'est trop magnifique. Bon, enfin, en 1916, guerre de position. Mais durant cette période aussi, on va voir que finalement, c'est très important pour l'amélioration générale. Une amélioration sur... c'est-à-dire que ces guerres, qu'on le veuille ou non, apportent quand même un bénéfice sur la technicité, sur la pratique et sur certaines choses qui vont se moderniser et on va le voir que ça part depuis 1916 et ça vient jusqu'à nous. Alors, première chose, les automobiles. Ici, on voit une automobile Latil, donc c'était un fabricant très intéressant de cette époque. Ça a duré assez longtemps, les Latil, même en matière de tracteurs forestiers, ils sont restés pendant des années, il est numéro 1. Si ce n'est pas en France, c'est presque dans le monde entier. Mais cette Latil ici, auto-mitrailleuse, vous voyez, avec une construction mitrailleuse Hotchkiss dessus, eh bien, c'est la première fois, pardon, c'est la première fois que nous avons un véhicule 4x4. Voilà, donc déjà, voilà, à cette époque, on a compris qu'il fallait mettre la traction sur les 4 roues. Donc ça, c'est un ancêtre de ce que nous avons aujourd'hui encore. Qui sait qui n'a pas envie d'avoir une Dacia 4x4 par exemple? Eh bien voilà, ici vous avez une 4x4. Ici vous avez le même modèle mais en Peugeot, mais malheureusement traction arrière. Et c'est aussi une automitrailleuse, mais on voit que finalement on a protégé la voiture et on voit les nouvelles formes apparaître. On voit qu'il y a des nouvelles formes qui vont venir. Vous voyez, ici, on voit déjà la forme. Tout est déjà très formé pour venir jusqu'à notre époque. La deuxième chose qui va rentrer en guerre en 1916 et puis qui existe encore aujourd'hui, puis qui a été la base même des guerres modernes, eh bien, c'est le tank. Ici, vous avez le Mark I. Ce Mark I, on devrait dire Mark I. Ce Mark I, ici, c'est le premier tank que les Anglais vont utiliser dans le théâtre
dans le théâtre de guerre, surtout dans la région de la Flandre. Et vous voyez que le canon est latéral, donc on avance comme ça, le canon bouge comme ça, donc peu importe, mais il devait y avoir une technique. Et voilà, c'est le premier. Il est magnifique, il a un moteur, et puis ça avance, il prend les types, il les met là-dedans, ils conduisent tout ça, et c'est fantastique. Regardez, ici on a fait un tas de gravats pour le présenter à Piccadilly Circus. Vous voyez, il est là au milieu, vous voyez, ce truc il est déjà baptisé, il s'appelle Julien, voilà, et il est présenté pour pouvoir partir à la guerre. On l'a mis sur un tas de gravats pour pouvoir. Donc vous voyez le canon sur le côté, ici la tourelle de commandement, etc. Donc vous voyez, c'est assez extraordinaire. Voilà celui qui va venir après, qui est fabriqué par Renault, qui s'appelle le Mosquito, le moustique. Donc c'est le petit Renault, le FT17. Voilà, vous avez ici l'idée de voir comment vous avez le conducteur ici et le mitrailleur ou le canonnier, mais enfin c'est plutôt une mitrailleuse qui avance ici. Ici vous avez une petite rattrape pour si jamais ça ne va pas très bien pour remonter un ravin, etc. C'est magnifique, voilà. Je vais vous le présenter en vrai. Le voilà, le Mosquito. Vous pouvez le voir ici. Ici, il est déjà même pourvu d'un petit canon, hein, ça va bien. Voilà, ça c'est la fin de la guerre qu'on a sauvé. La troisième chose, très important pour le modernisme et ce qui va complètement changer les guerres modernes, etc., mais qui a été aussi en 1916 à la base de tout cela, c'est les sous-marins. Si vous allez regarder notre site, vous verrez aussi qu'on a une grosse partie de notre site qui traite du problème des sous-marins. Vous voyez, ici, vous avez le sous-marin français. Vous voyez, l'Amarante, voilà, très belle bête. Et puis, alors, les plus dangereux, ceux qui ont fait le plus de dégâts, c'est les U-boats. Ici, vous avez un U-boat qui a été fait prisonnier, qu'on a amené sur une côte anglaise. Vous voyez que ça amène quand même des gens pour le voir. Voilà, un U-boat en 1916 qui a été fait prisonnier. Vous pouvez voir la taille de l'objet, cet énorme machin qui va sous l'eau et qui fait tant de dégâts avec les lance-torpilles qui sont là de chaque côté, etc. Vraiment, guerre moderne, déjà, vous voyez que finalement, il y a peu de changements par rapport à ce qu'on a maintenant. Les héros maintenant de l'aviation, ça aussi c'est important parce qu'il va y avoir l'aviation de chasse. Alors la chasse c'est aussi par rapport à notre guerre moderne et à ce que nous avons vu dans le XXe siècle et aussi au XXIe, eh bien la chasse. Alors ici vous avez le héros français par excellence, magnifique. Regardez cette tête, cette belle tête, c'est Guynemer. C'est le héros, c'est un vrai héros. Regardez ici le nombre de palmes. Il a eu 54 victoires enregistrées et 73, si vous voulez, il y en a 19 autres qui n'ont pas été enregistrées parce que pour avoir l'enregistrement, il fallait qu'il y ait d'une part 2 témoins oculaires et que l'avion ennemi tombe dans les lignes françaises. Bon, alors il y en a eu 54, mais n'empêche qu'il en a quand même descendu 73. Donc il s'est battu en l'air avec son avion. Cet avion qui est le SPAD, regardez comme il est déjà aérodynamique et comme il est beau, avec sa cigogne là au milieu. Vous voyez que finalement le pilote est assis ici et il tire à travers l'hélice. C'est vraiment déjà très moderne. Et on attaque bien, c'est la chasse moderne, hein, on y va, hein, ça c'est le SPAD. Lui avait appelé son avion le Vieux Charles, rien à voir avec De Gaulle, mais enfin il s'appelait le Vieux Charles. Et son escadrille, eh bien elle est là. Et puis ici vous avez le modèle qu'il a eu quand c'était en 1917, mais ce qu'il faut considérer c'est qu'en 1916,
Ces avions, chaque fois qu'ils rentraient de mission, il y avait une petite amélioration qui était apportée et à la fin de la guerre, on a pu faire des choses extraordinaires avec ces avions-là. Voilà le même avion, son avion à lui qu'on a récupéré et qu'on a amené aux Invalides et qui était dans la cour des Invalides où il était exposé. Vous pouvez voir que cet avion est resté jusqu'en 1930 dans cet espace pour montrer que c'était vraiment l'avion du héros par excellence. Voilà, ça c'est l'avion de Guynemer avec ici son emblème de la cigogne en vol qui est tellement bel oiseau quand il vole et tout, c'est quand même remarquable. Voilà l'ennemi, donc von Richthofen, Manfred, le baron rouge, voilà lui, eux aussi, ils ont leur propre héros. En fait, maintenant, comme c'est l'Europe, on a deux héros, on a Guynemer et von Richthofen, voilà, c'est magnifique, voilà son avion, un Fokker, alors lui triplant, encore plus maniable pour les acrobaties, vraiment fantastique. Regardez la beauté de cet avion, il est aussi très beau. C'est pour ça qu'on l'avait appelé le Baron Rouge, parce que lui, il peignait son avion en rouge. Alors voilà, il est prêt, il va attaquer, c'est magnifique. En 1916, on a aussi la première fois qu'un avion est catapulté d'un bateau. Alors il faut le montrer parce que après, c'est une modernité qui va venir. On va créer, on va inventer le porte-avions et on va complètement changer la guerre parce qu'on pourra approcher des lieux de bataille avec des bateaux et qui seront pourvus d'avions. Donc voilà, ça c'est l'ancêtre du porte-avions. Ici, la catapulte, et on catapulte l'avion en l'air. Et vas-y que je te pousse. En avant, s'il vous plaît. Alors ça, c'est formidable. On veut aussi rendre hommage au premier noir pilote français, qui est un Américain, malheureusement. Il s'était engagé dans la Légion étrangère. Il s'appelle Eugène Jacques Brulard. Et vous voyez que ce Eugène Jacques Brulard, il est là, très beau, avec son costume, sa croix de la Légion d'honneur, et il est très distingué dans son costume de jeune lieutenant. Vous voyez, ici, il est aussi représenté parce que, comme je vous dirai là-bas en dessous, il était un peu, comme il était noir, et effectivement, il y avait les galibets, il y avait c'était horrible parce que c'était très très de nègres ou de singes. Alors lui, il a été au-delà de tout ça. D'une part, il est là dans son bel uniforme avec son avion, qui est également un Spad, et on voit ici son petit singe, Jimmy, qui a fait toutes les missions qu'il a faites, il les a fait avec son singe. Sachez qu'il est mort qu'en 1961, ce monsieur, c'est assez mal fini, très, très mal fini pour lui. Il était garçon d'ascenseur au Rockefeller Center, il était retourné à New York, etc. Vous voyez, ça fait rien, mais ici, c'est son heure de gloire, il est beau, il est magnifique avec son singe. Et là, vous voyez, je vous ai noté pour que vous puissiez voir, vous voyez, ici, Eugène Jacques Brulard est un Américain, premier pilote de chasse noir, donc parce qu'il est noir, à servir dans l'armée française. Pourquoi? Parce qu'il était de la Légion étrangère, il a été attaché à l'escadrille SPAD 93, voilà. Il ne vole jamais sans sa mascotte, le singe Jimmy, que voilà, le petit Jimmy est là. Les animaux dans la guerre, vous voyez, là il y a un singe pour une fois. Voilà, régulièrement discriminé pour sa couleur de peau, il fera inscrire sa devise sur le fuselage de son avion, All blood runs red. Tout sang coule rouge. Et ben voilà, c'est une belle façon de le dire encore, n'est-ce pas? On ne doit pas oublier non plus que pendant la guerre de 14-18, le dénommé Hitler, Adolf Hitler, le revanchard, on peut dire, puisque finalement c'est ça qui va se passer dans sa tête. Là, il est dans son costume avec son casque à pointe. Je vais vous présenter
un peu différemment. Vous voyez qu'il n'a pas encore sa petite moustache toute droite. Vous voyez, là, il est dans son costume de caporal. Il a déjà sa petite croix de fer qui est mentionnée ici. Il est caporal de liaison, donc il court tout le temps entre l'état-major et les tranchées et il va délivrer les messages, etc. Son travail de caporal, il est inscrit dans l'armée de Bavière. Donc il se bat avec les Bavarois dans la région des Flandres. Et ensuite, plus bas, jusque dans la Somme. Au début, il aurait été une première fois blessé à l'épaule, et puis ensuite, il sera gazé, donc il deviendra aveugle et aphone, et bon, il y aura toute sa réhabilitation qui est à prendre en considération, et qui montrera que finalement, il a été soigné dans un asile en Poméranie, asile qui était quand même un asile psychiatrique parce que, ayant perdu la vue et la parole, c'était extrêmement grave pour lui. Ici, vous le voyez avec ses camarades, mais surtout avec le chien Foxy, qui l'accompagnait dans ses missions. Lui-même, il est là. Voilà. Il faut mentionner qu'avec la guerre, il y a eu tellement de personnes décédées que ceux qui ont survécu, comme lui, comme Charles de Gaulle, qui a aussi été blessé 3 fois, qui a été fait prisonnier, qui fait 6 fois, il a fait des tentatives d'évasion, etc., Charles de Gaulle, eh bien, ils sont revenus avec Churchill, donc Hitler, Churchill, de Gaulle, tous ces types étaient concernés. Churchill, lui, s'est concerné sur les Dardanelles et ces endroits-là où il était dans la marine, mais vous voyez que celui-ci, il avait quasiment pas de grade. Les autres, c'est-à-dire Charles de Gaulle, il avait déjà compris tout ce que ça voulait dire d'avoir des tanks et des choses comme ça, donc c'est très intéressant de voir que ces gens qui ont échappé à cette guerre, eh bien, somme toute, après, ils se sont occupés pour faire la suivante. Absolument incroyable. Autre progrès provenant de la guerre de 14-18 et particulièrement en 1916, ici vous avez les femmes à l'usine. Donc ces femmes à l'usine, on ne les appelait pas les midinettes bien sûr, mais les munitionnettes. C'était un travail qui était bien payé, il était mieux payé que tout autre travail d'usine parce qu'il y avait effectivement un très grand risque que de mettre cette poudre dans ces obus et de fermer l'obus, etc. Et c'était quand même des machines qui étaient un peu particulières, mais enfin, donc elles étaient d'abord payées 50% de moins qu'un homme. À la fin de la guerre, ça s'est un peu arrangé, c'était plus que 20% de différence. Mais pour dire, à la fin de la guerre, et parce que ces femmes ont été travaillées, ces petites munitionnettes qui étaient en fait déjà quasiment des suffragettes, quand elles sont sorties de la guerre, elles ont réclamé plus de leurs droits et les choses prendront du temps jusqu'au jour où elles obtiendront le droit de vote en 1944 pour la France. Mais pour dire, c'est quand même extraordinaire de les voir là au travail et de voir que c'est effectivement aussi quelque chose qui fait que ce monde va changer. Voilà ici ce monsieur qui a l'air tellement gentil, c'est Aristide Briand. Ce Aristide Briand, c'est un parlementaire et pour l'année 1916, c'est le patron de la France. Il est président du Conseil, c'est lui qui prend toutes les décisions. Mais évidemment, il y a des ministres de la guerre, etc., auxquels ça doit être aussi très difficile de faire comprendre certaines choses. Mais enfin, il va se tenir là pendant l'année 1916. Il ne faut pas oublier qu'en 1911, c'est lui qui a obtenu la séparation de l'Église et de l'État. Mais surtout, pendant cette année 1916, il va lutter, comme c'est précisé sur cette carte postale, qu'on veut mettre tout le monde du même côté, c'est-à-dire l'union sacrée. Alors, les radicaux, la CGT, les socialistes, les progressistes, les catholiques, les monarchistes, tous ensemble pour la guerre. Donc, tous ensemble pour 700 000 tués, rien que dans une périphérie de quelques kilomètres carrés. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible.
on a voulu aussi exprimer que pendant cette guerre, il y a aussi quelque chose de très moderne. Il y a les espions, les espionnes. Ici, on a l'espionne Mata-Hari, H21. C'était son nom de code, elle émargeait aussi bien chez les Français que chez les Allemands. On n'a jamais pu vraiment déterminer de savoir si elle était vraiment coupable d'espionnage ou non, mais de toute manière, elle était à peu près dans cet état le jour où on est venu l'arrêter. Et après, regardez cette belle femme hollandaise qui était danseuse dans les cabarets en France. Regardez cette belle femme quand elle était bien habillée. Eh bien voilà comment on l'a amenée au poste de police où on lui a signifié qu'elle était arrêtée comme espionne. Alors cette femme après, elle va être passée au fusillé. Ici, c'est l'autre espion connu de la période 1916, c'est Bolo, qu'on appelait aussi Paul Bolo ou Bolo Pacha. Pourquoi Pacha? Parce que c'est ça qui lui a valu d'être considéré comme un espion, c'est que pendant la guerre, le khedive d'Égypte, Faisal, a été fait prisonnier et il s'est enfui, il a été réfugié naturellement en Suisse, chez nous, ici à Genève. Voilà, il était là, il était bien. Et ce monsieur, c'était son conseiller qui faisait les Paris, Genève, il s'occupait de ses affaires, etc. Comme ce khedive était resté très acquis et très ami de l'Allemagne, il a reçu beaucoup d'argent en marques que lui faisait transférer dans des banques américaines. Quand les services secrets ont su la chose, on a arrêté Paul Bolo, dit Polo Pacha, et on l'a fusillé. Donc vraiment rien vraiment de grave, l'union sacrée est sauvée. Ce qu'on veut dire, c'est que aussi pendant la 1916, il y a eu deux, trois choses qui ont frappé et qui sont venues modifier un tout petit peu la culture. Ici, vous avez Maurice Ravel. Maurice Ravel, c'est un cas, parce qu'il a absolument voulu il voulait aller à la guerre, mais il était énervé, ça l'empêchait de dormir, il voulait être soldat, il voulait aller à la guerre. Et alors, pourquoi est-ce qu'on ne prenait pas? Parce qu'à la Toise, il ne faisait que 1,61 m, il fallait faire 1,62 m pour être admis. Alors, refusé. Il a essayé l'aviation, il était trop léger, il faisait 48 kilos alors qu'il faut faire 50. Enfin, c'est quand même tout à fait spécial, mais si on veut bien, cet homme, à cette époque, il a déjà composé des choses magnifiques qui prouvent qu'on va vers une musique meilleure. Il était déjà extrêmement frappé par le jazz et par cette musique qui venait des États-Unis, et on reconnaît cela dans son boléro ou dans d'autres valses très intéressantes qu'il a composées. Après ses échecs pour rentrer dans la guerre, qu'il n'y arrivait pas, il a tellement insisté qu'en 1916, il a pu obtenir le volant d'un camion. Alors il a fait les voyages pour apporter l'alimentation et les autres choses comme ça. Il était conducteur de camion. Vous voyez, ici on vous a mis, c'est de nouveau un camion Latil. Vous voyez comme ils sont beaux. C'est les camions de l'époque. Alors ça, il était tout à fait compétent. Il a conduit ce camion jusqu'au jour où il y a eu un obus, puis ça a cassé le camion, mais lui-même a survécu. Et tant mieux, parce qu'il y a eu tellement d'intellectuels tués par cette guerre de 14 qui était extraordinaire. Citons vite en passant un ami à lui, Apollinaire. Et ici, on veut vous montrer Breton, en 1916 à Zurich. Vous voyez, il est devenu Dada. Et le mouvement Dada de 1916, il est très important parce que tout va se modifier. D'abord, ils vont prendre beaucoup des futuristes italiens, dont nous avons d'ailleurs fait une vidéo que vous pouvez voir, qui est aussi dans notre liste. Et vous le voyez là, on faisait du dadaïsme et
ce dadaïsme va modifier toutes sortes d'appréciations. On va passer ensuite très rapidement, il va être détrôné par le surréalisme, mais c'est le début d'une nouvelle façon de voir l'art. Alors regardez, c'est même très intéressant, cette photo est en fait assez belle. Ça va aussi modifier tout le design, tout va être modifié avec ce mouvement dada et le mouvement surréaliste de Breton qui viendra tout de suite après. Pour en finir, nous avons mis ici l'éléphant. Cet éléphant, qui est la propriété de celui qui est dessus, c'est-à-dire un militaire allemand qui était propriétaire d'un cirque qui a amené ses éléphants pour le travail. Vous voyez, il faut bouger toutes ces grosses quantités de bois et de choses comme ça pour amener dans les tranchées, pour travailler à l'étayage des tranchées, puisque c'est la guerre de position, donc on ne fait rien d'extraordinaire. Eh bien voilà, ici vous avez un éléphant qui a aussi donné sa participation à la guerre de 14-18 et en particulier en 1916. Ici, comme je vous ai dit, on a mis, voyez, la pipe, parce qu'à l'époque, ils fumaient la pipe. C'était des pipes plutôt petites pour qu'il y ait peu de place dans les uniformes. D'ailleurs, on a constaté que l'uniforme, que ce soit allemand ou français, l'uniforme, ils ont des poches. Quand les poches des soldats sont petites, dès qu'il y a des officiers, les poches s'agrandissent, même les poches des généraux sont très grandes. Les généraux n'ont rien à mettre dans leurs poches, mais les pauvres, eh ben, finalement, ils mettaient, vous voyez, ils pouvaient avoir comme ça une blague à tabac, vous voyez, en cuir, ça se faisait à l'époque. Et puis, ils avaient ce qu'ils appelaient le petit gris, c'est-à-dire un tabac qu'on peut encore trouver, c'est un caporal, c'est du tabac de chez nous, du tabac de la Meuse, du tabac comme ça, c'est du tabac, c'est un peu brut, enfin, ils mettaient ça, ils avaient ça dans des petites pipes, ce qu'ils appelaient des brûle-gueules, un peu, voilà. Et ici, l'autre chose essentielle pour la vie dans la tranchée, le vin rouge, vous voyez, ici, une bouteille de vin rouge de l'époque, donc ils se mettaient ça, ils avaient ça comme ça, ils pouvaient, là, je vais le servir, vous voyez, je sers, c'est du gros rouge, il tache, mais enfin il est là, il est magnifique. Voilà, c'est ça, c'était la vie en tranchée avec le pain sec, vous voyez, le pain il est sec, vous voyez, pain sec. Ouais, pain sec. Un petit peu de noisettes, la bougie parce qu'il n'y avait rien vraiment d'autre, puis encore, il ne fallait pas allumer. Voilà. Je vous ai envoyé une vidéo pour l'année 1916, parce que nous avons déjà fait pour 1914 un hommage à Fournier, pour 1915 Anzac et les Dardanelles, et aujourd'hui c'était pour vous montrer l'évolution de la technologie par la guerre pour aller vers le XXe siècle et le XXIe siècle. À plus tard.